Bonjour et bienvenue pour un petit tour d'horizon des marchés qui, j'espère, aujourd'hui vont nous proposer des scénarios un peu moins profondément ennuyeux que ceux que nous avons connus lundi et mardi. Alors, si l'on cherche quelques raisons de voir ressurgir la volatilité, eh bien, regardons ce qui se passe au Japon. Tiens, moins 2,6% à Tokyo. L'explication, c'est que la banque centrale japonaise n'a rien annoncé de plus. Quoi ? Elle ne remet pas un peu plus de pression dans sa grande lance incendie. Les imprimantes de la Banque centrale du Japon vont continuer de tourner au même rythme. Quelle déception! Et puis, derrière, on voit les indices chinois, eux aussi, amorcer une grosse consolidation symbolique sous les 2000 en ce qui concerne l'indice de Shanghai et également technique sous les 22 000 à Hong Kong. Une raison un petit peu commune aux deux indices, eh bien des interrogations sur la croissance chinoise. Parce que vous croyez qu'on commence seulement à s'inquiéter de la croissance chinoise. On sait depuis des lustres que tous les chiffres sont faux et que si on a 4% de croissance en Chine, c'est encore une bonne affaire. La mauvaise affaire, évidemment, c'est le shadow banking, le risque d'éclatement de cette bulle que je compare presque en tout point à celle des subprimes en 2007. Puisque qu'est-ce que c'est que le shadow banking ? Eh bien, ce sont en fait des prêts à haut risque et haut rendement que s'arrache tout ce que la Chine compte de millionnaires et de milliardaires. On achète du risque. Notons que sur les places européennes aussi, on semble acheter du risque. On achète le risque italien avec des emprunts qui aujourd'hui tombent à 3,40%. On achète du risque espagnol avec des taux à 3,30%. Qu'est-ce qu'on apprend dans le même temps? C'est que le montant des créances douteuses bat des records historiques aussi bien en Espagne qu'en Italie. Mais il faut acheter du risque, bon sang! Aux États-Unis, on risque au contraire de commencer à le vendre. Surveillons de très près le comportement du S&P aux alentours des 1850. Un S&P qui, je vous le rappelle, vient de pulvériser de 20%, pas moins, son précédent record de juillet et octobre 2007. 1550, 1870 contre un plancher de 666. Jamais dans l'histoire on avait gagné autant de points d'indice sur le S&P 500. J'attends que l'on me démontre en quoi les entreprises américaines ont à ce point amélioré leur bilan par rapport à 2007. Monsieur Richard Fisher, le numéro 2 de la Fed, le rappelait fort opportunément lundi. On est aux États-Unis sur des attentes de bénéfices totalement irréalistes, mais surtout, à mon sens, ce qui est le plus dangereux, le plus abyssal, ce sont les leviers pris par tous les opérateurs. Et oui, on nous dit que le cash est surabondant, qu'il tournerait 1800 milliards de liquidités disponibles chaque jour. Mais alors, pourquoi autant d'opérateurs achètent-ils le marché à crédit si ils ont autant de cash à leur disposition? Tout simplement parce que comme ça gagne à tous les coups, pourquoi se contenter d'un levier 1, d'un levier 2? On peut prendre du levier 5, il n'y a pas de risque, du levier 10, il n'y a pas d'avantage de risque. Pas plus qu'il y en avait sur les subprimes en 2007, jusqu'à ce que survienne le premier sinistre. Et là, ce qui est en jeu avec tous ces leviers, en fait, c'est le débouclement du carry trade, parce que tout ce crédit, tous ces titres achetés à crédit, qu'est-ce que c'est que cet argent? C'est simplement le yen vendu à découvert pour acheter des actifs dans une autre devise. Je vous laisse deviner un petit peu le scénario qui nous attend si le yen repasse sous les 101 € et sous les 125 contre dollar.